Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans la suite du cours du spondylarthrite ankylosante. C'est la deuxième partie. La fois passée, on a vu déjà la clinique et de la physiopathologie devant une spondylarthrite ankylosante. Cette fois-là, on va voir les examens complémentaires à la biologie, les examens radiographiques et bien sûr le diagnostic positif. Toujours, tous les supports sont disponibles dans la description. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme examen complémentaire, première intention, vous allez rechercher du syndrome inflammatoire dans la biologie. Il va se manifester par une vitesse de sédimentation et du protéine C réactif qui va être élevé dans 60% des cas chez les patients. Donc, la spondylarthrite, c'est une pathologie inflammatoire chronique, comme on a vu précédent. Et là, elle va se manifester en biologie par un syndrome inflammatoire dans 60% des cas chez les patients, mais il est plus modeste que d'autres rhumatismes inflammatoires. Mais plus ou moins, il est existant. Et bien sûr, c'est l'HLA-B27. On avait parlé déjà dans la première partie du rôle du facteur contributif à la genèse de la maladie, qui est l'HLA-B27. Donc, il a une valeur diagnostique dans les cas qui sont douteux, mais il va ni affirmer ni infirmer le diagnostic. Donc, HLA-B27 n'est égal pas une spondylarthrite ankylosante. Notez ça bien, c'est une question fréquente des examens. Donc, HLA-B27, il a une valeur diagnostique, mais ce n'est pas un critère de certitude pour affirmer ou infirmer le diagnostic. Donc, premièrement, la biologie, un syndrome inflammatoire, un HLA-B27 pour renforcer les arguments cliniques. Deuxièmement, l'imagerie. Donc, vous devez noter que la radiographie standard, elle a une valeur très importante. D'abord, c'est un examen paraclinique très utile. Il est l'examen de première intention devant une spondylarthrite. Donc, on passe pas directement à un TDM ou un IRM. La radiographie standard a un poids très important devant la spondylarthrite ankylosante. Ça va nous permettre de visualiser les lésions. On a déjà parlé les syndrome rachidien, syndrome articulaire périphérique et les anthésopathies. Donc, la radiographie standard est un examen, je répète, de première intention, de grande valeur diagnostique devant les spondylarthrites. Donc, dans sa radiographie, on va noter premièrement les atteintes rachidiennes qui sont visualisées là. Donc, on va noter les vertèbres de Romanus, la colonne en bambou. On va noter la mise au carré des vertèbres et bien sûr les syndesmophytes et les ostéophytes. Notez tous ces thèmes-là. Ce sont des questions fréquentes des examens. Donc, si on récapitule l'imagerie, on a premièrement les atteintes rachidiennes, c'est les examens paracliniques du syndrome rachidien. Donc, premièrement, on a la spondylite du romanisme. C'est une érosion de l'angle antérieur de la vertèbre associée à une condensation. Et là, vous voyez, ça c'est la vertèbre de romanisme. Donc, je vous invite à noter tous ces critères radiologiques-là. Ce sont des questions fréquemment répondues dans les examens. Premier critère, la vertèbre de romanisme, c'est en faveur d'une spondylarthrite ankylosante. Premièrement, l'érosion de l'angle antérieur de la vertèbre. Deuxièmement, le deuxième aspect radiologique, c'est la mise au carré de la vertèbre qui est perçue en profil. C'est la perte de la concavité antérieure. Donc, vous voyez là l'aspect de la vertèbre qui a devenu carré à cause de l'érosion de ce bord antérieur-là. Normalement, il existe une concavité antérieure là. L'aspect normal de vertèbre, elle est concave en avant, mais elle est effacée, elle est érodée. Donc, c'est l'aspect de vertèbre qui va devenir
carré. Et ça, c'est le deuxième critère radiologique, c'est la perte de la concavité antérieure. Donc, premièrement, la spondylite de Romanus. Deuxièmement, la mise au carré du vertèbre au profil. Troisième critère radiologique, les scènes dysmorphiques. Ce sont des processus d'ossification verticale entre deux vertèbres. Ils vont constituer le pont intervertébral osseux. Et là, ce sont les ostéophytes. Vous voyez là, ça, c'est des ostéophytes. Donc, ce sont des ponts. Donc, ce sont des ossifications fines au coin des vertèbres verticales. Ça, c'est les syndesmophytes. Donc, troisième critère indiqué là en flèche. Là, syndesmophyte, quand vous voyez ça, est en faveur, je répète, d'une spondylarthrite ankylosante. Quatrième critère, c'est l'aspect de la colonne en bambou en face. Donc, vertèbre en carré en profil et la colonne qui va avoir l'aspect en bambou. Ça, c'est l'aspect en bambou. Donc, vous voyez ça, c'est l'aspect en bambou qui est perçu, je répète, en face. Donc, en face, la colonne qui va avoir l'aspect du bambou. En profil, c'est l'aspect carré, bien mise au carré des vertèbres là. Aussi, on a les spondylodiscites qui sont aseptiques et l'ossification du ligament interépineux et le ligament jaune. Et ça va donner, notez ça bien, le rail de tramway. C'est une question fréquemment répondue aussi des examens. Donc, ça va faire une calcification postérieure là. Ça va donner l'aspect du rail de tram. Là, vous voyez ça, c'est l'aspect du rail de tram. Là, c'est très caractéristique. C'est l'ossification des ligaments postérieurs et des ligaments jaunes. Ça, c'est l'aspect en rail de tram. J'espère que c'est clair. Bien sûr, on a la subluxation atloïdo-axoïdienne comme complication neurologique. Ça ressemble à la polyarthrite rhumatoïde. Je vous invite à consulter le cours de APR. Toujours, je vous conseille de traiter les modules comme des entités pour suivre l'enchaînement et le déroulement du cours. Et les articulaires postérieurs, on a des arthrites érosives et même parfois des fusions. Donc, si on récapitule, ça vous devez noter, je répète, les critères radiologiques, c'est la mise au carré du vertèbre en profil. Notez bien aussi la vertèbre de Romanus, c'est l'érosion qui est indiquée là. L'aspect de la colonne qui va avoir l'aspect de bambou. Notez bien les syndesmophytes et les ostéophytes. Donc, on a ces syndesmophytes qui sont indiqués là et on a aussi des ostéophytes, des arthroses qui sont grossières et par à distance du coin horizontal. Donc, là, vous voyez ça, c'est des arthroses qui sont dues, bien des ostéophytes qui sont dus à la spondylarthrite ankylosante. Et bien sûr, l'aspect du syndesmophyte, ce sont les calcifications là des ponts qui vont être formés entre les vertèbres en face et en profil. Donc, j'espère que vous avez noté tous les critères radiologiques. Et on n'oublie pas, bien sûr, l'aspect du rail du tramway par la calcification des interépineux postérieurs et des ligaments jaunes. Ça va donner l'aspect du rail de tramway. Donc, j'espère que vous avez noté tous les critères radiologiques. Je répète, ce sont des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Et c'est très primordial pour poser le diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante. Donc, ça, c'était tous les points forts concernant les atteintes rachidiennes, bien pelvis rachidien. Ça, plutôt rachidienne. Ça, ce sont toutes les lésions qu'on peut trouver dans les lésions, je répète, rachidiennes. Deuxièmement, on va passer aux atteintes des sacro-iliaques. Ils sont quasi constantes. Donc, je répète, le syndrome rachidien ou bien les lésions rachidiennes peuvent être pas existantes, mais
les atteintes des sacro-iliaques, l'atteinte là, sacro-iliaques là sont constantes. Notez ça bien, faites attention. Elle est constante, elle est bilatérale et grossièrement symétrique et elle évolue selon 4 étapes que vous devez les retenir. Ce sont, je répète toujours, des questions fréquentes répondues au niveau des examens. Donc, le stade 1, c'est la déminéralisation de l'os sous-chondral à cause de l'inflammation. D'abord, la déminéralisation, c'est parmi les critères répondus au niveau des arthrites, des inflammations. Donc, selon la classification de New York, premier stade, c'est la déminéralisation de l'os sous-chondral. C'est un pseudo-élargissement et l'aspect flou de l'interline et c'est indiqué là. Donc, ça, c'est du stade 1. Donc, c'est la pseudo-élargissement et l'aspect flou des interlignes entre articulations sacro-iliaques. Donc, premier stade, notez bien le terme pseudo-élargissement de l'aspect et l'aspect flou de l'interligne sacro-iliaque. Stade 2, ce sont des érosions de l'os sous-chondral. Donc, ça va donner l'aspect irrégulier qui est en timbre de poste. Notez ça bien. C'est une condensation de part et d'autre de l'interligne. Et là, vous voyez, c'est du stade 2 qui est à gauche. Donc, là, c'est l'aspect de timbre de poste. Quand vous voyez là, c'est cet aspect-là, en timbre de poste, qui est indiqué en gauche. Et à droite, qui est là, c'est le stade 3. Le stade 3, il correspond à une interligne qui tend à s'effacer. C'est une zone opaque qui est scléreuse. Donc, stade 1, c'est une déminéralisation. C'est un aspect flou de l'interligne. Ça, c'est du stade 1. Stade 2, c'est l'aspect en timbre de poste qui est là. Tous ces termes-là sont je répète, sont fréquemment des questions posées dans les examens. Le stade 3, là, c'est l'interligne qui tend à s'effacer et c'est une zone opaque qui est scléreuse. Dernier stade, c'est le stade 4, c'est l'ankylose par fusion du sacrum et de l'ilion. C'est la fusion sacro-iliaque, c'est l'ankylose. Et là, vous voyez, c'est l'ankylose, c'est le stade 4. Et vous voyez là la disparition totale, c'est l'ankylose, la fusion des deux os. Donc ça, c'est du stade 3, c'est l'opacité, c'est l'effacement de l'interligne. Là, on ne voit pas l'interligne totalement, c'est l'effacement total de l'interligne sacro-iliaque. Il correspond au stade 4. Donc je répète, vous devez mémoriser par cœur ces classifications de New York. On récapitule. Stade 1, c'est la déminéralisation, c'est l'aspect flou de l'interligne. Stade 2, l'aspect en timbre de poste, c'est l'érosion qui est l'aspect irrégulier. Stade 3, c'est l'interligne qui tend à s'effacer, c'est une zone opaque scléreuse. Et dernièrement, le stade 4, c'est l'ankylose, d'abord spondylarthrite ankylosante. Ankylosante, c'est l'ankylose de l'interligne sacro-iliaque, c'est la fusion des deux os, sacrum et l'iliaque. Ces atteintes-là, je répète, ils sont symétriques et ils sont constantes. Notez tous ces termes-là. Vous devez être capable à citer et distinguer tous les critères radiologiques devant une spondylarthrite ankylosante. J'espère que c'est clair. Le troisième syndrome, c'est l'antésopathie. Tout ça, on a déjà abordé dans la première partie. C'est l'aspect initial radiologique de l'antésite qui est une érosion qui va rapidement suivie d'un processus de condensation et d'ossification qui est irrégulière. On avait dit que les atteintes sont souvent dans le calcanisme au niveau de l'anthèse d'insertion du tendon Achille plutôt, et on peut noter des lésions de hanche. Atteinte de hanche, on a trois aspects radiologiques. L'aspect engainant, l'aspect érosif, c'est la coxite destructrice, et l'aspect synostosant de l'atteinte de hanche. Donc,
Si on récapitule tous les lésions, on a du syndrome rachidien qui est inconstant, on a du syndrome ou bien des atteintes sacro-iliaques, selon la classification de New York que vous devez retenir. Et dernier lieu, on a les atteintes ou bien les anthésopathies, les atteintes des anthèses. Ce sont fréquemment des sites de lésions pendant la spondylarthrite ankylosante. Là, c'est l'érosion, la condensation et l'ossification qui va suivre ce processus-là. Donc ça, c'était tous les critères radiologiques devant une spondylarthrite ankylosante que vous devez les diagnostiquer et les mémoriser par cœur. C'est primordial pour le diagnostic et comme compétence à acquérir. Avant de conclure cette partie-là, vous devez noter que l'IRM, il sert à un diagnostic précoce de la sacroiliite. Il débute à un stade infraradiologique, mais notez bien, l'examen de première intention, l'examen de choix, c'est la radiographie standard, c'est la simple radiographie qui va montrer toutes les lésions qu'on a déjà abordées dans cette partie. Dernièrement, les formes cliniques. Donc, il existe plusieurs formes d'une spondylarthrite. On a des formes qui sont topographiques, des formes selon le sexe et des formes selon l'âge. Les formes topographiques, bien sûr, ce sont les trois syndromes, les trois formes axiales, formes périphériques et les formes anthésiques qu'on a déjà vues pour la première partie. Concernant le sexe, c'est les formes masculines et des formes féminines dites frustes. Concernant l'âge, donc on a des formes de l'enfant, c'est la spondylarthrite juvénile et des formes du sujet âgé supérieur à 50 ans, plus de 50 ans. Là, c'est une spondylarthrite à révélation tardive. Mais gardez-vous, on avait dit que l'âge préférentiel de découverte, c'est inférieur à 35 ans. C'est une pathologie de l'adulte masculin, de l'homme jeune. Et concernant les étiologies, on a les spondylarthrites ankylosantes idiopathiques et les spondylarthrites qui sont secondaires. Ça, c'est les arthrites réactionnelles, c'est le rhumatisme psoriasique et le rhumatisme des entérocolopathies qu'on va détailler dans la prochaine partie. Dernier titre avant de conclure, c'est le diagnostic positif. Donc, l'orientation diagnostique repose sur le faisceau d'arguments. Je répète, l'anamnèse, le contexte familial, mais surtout sur les caractéristiques des lombalgies qui peuvent être évocateurs. Donc, c'est primordial pour vous de faire la différence entre une douleur mécanique et une douleur inflammatoire. Les radiographies peuvent être normales durant les premiers mois d'évolution. Donc, c'est pas toujours qu'on peut déceler le diagnostic d'après les lésions élémentaires qu'on avait vu déjà dans cette partie des lésions radiographiques. La recherche de l'antigène HLA-B27 peut être utile, mais uniquement dans un contexte clinique qui est évocateur. Et notez bien que l'équation HLA-B27 n'est égale pas une spondylarthrite. Donc l'HLA-B27, on répète, faites attention à ce terme-là, ne signifie pas l'affirmation du traitement, plutôt l'affirmation du diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante. Donc c'est parmi les facteurs contributifs, mais HLA-B27 n'est égal pas une spondylarthrite. Faites attention à ce terme-là, à ce piège-là. Donc ça, c'était tout concernant cette deuxième partie-là. C'est la partie paraclinique du spondylarthrite. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours où on va aborder les formes cliniques et les formes étiologiques et bien sûr avec les traitements. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage, mes chers confrères.